Bonjour à tous. La transition énergétique, c'est un sujet dont on entend parler absolument partout. Devant sa facture d'électricité qui grimpe, en faisant le plein, mais au fond, de quoi parle-t-on vraiment? Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, des grandes décisions mondiales jusqu'à l'impact très concret sur notre quotidien. Allez, c'est parti. Pour commencer, il faut partir d'un constat tout simple. Sans énergie, notre monde s'arrête. Littéralement. Pensez-y, des serveurs qui font tourner Internet à la voiture qui nous dépose au travail, absolument tout repose sur un flux constant d'énergie. Et depuis le milieu du XXe siècle, notre appétit pour cette énergie n'a pas seulement augmenté, il a complètement explosé. En fait, n'importe quelle politique énergétique, partout dans le monde, c'est un vrai numéro d'équilibriste. C'est ce qu'on appelle le triangle de l'énergie. L'idée, c'est de jongler en permanence entre trois objectifs qui, bien souvent, se tirent dans les pattes. D'un côté, la sécurité d'approvisionnement, pour être sûr de ne jamais manquer de courant. De l'autre, un coût qui reste abordable pour les ménages et les entreprises. Et enfin, un impact le plus faible possible sur l'environnement. Gardez bien ce triangle en tête, parce que c'est vraiment la clé pour comprendre tout ce qui va suivre. Alors, voilà le programme pour aujourd'hui. On va commencer par le grand dilemme mondial, puis on va zoomer sur l'Europe pour comprendre les règles du jeu. Ensuite, on verra comment la France applique tout ça avant de se pencher sur les difficultés très concrètes du terrain. Et on finira bien sûr avec les 5 points qu'il faut absolument retenir. Ok, première étape, le décor mondial. Pourquoi est-ce qu'on parle avec autant d'urgence de transition? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans le carburant qui fait tourner notre planète aujourd'hui. Ce graphique, il nous met face à une réalité assez brutale. Malgré tous les discours, notre monde tourne encore et toujours massivement au pétrole, au gaz et au charbon. À eux trois, ils représentent plus de 80% de toute l'énergie qu'on consomme. Alors oui, les renouvelables et le nucléaire progressent, heureusement, mais notre point de départ, c'est ça, un système ultra dépendant des énergies fossiles. Et c'est là qu'est tout le problème. Le lien, il est direct, il est prouvé. Quand on brûle ces énergies fossiles, on relâche massivement du CO2, le principal gaz à effet de serre. C'est lui qui réchauffe la planète. Le défi énergétique est donc en réalité un défi climatique. Le sommet durabilité de notre triangle est en alerte rouge vif. Bon, heureusement, tout n'est pas figé. Les choses commencent à bouger. Le World Energy Outlook le montre bien. La demande globale d'énergie commence à ralentir un peu, notamment parce qu'on devient plus efficace. L'électrification, avec les voitures électriques par exemple, s'accélère vraiment. Mais attention, il ne faut pas se leurrer. La dépendance aux fossiles reste énorme et la moindre crise géopolitique nous rappelle à quel point tout notre système est fragile. Du coup, face à ce constat mondial un peu vertigineux, l'Union européenne a décidé de prendre les choses en main de manière coordonnée. Mais alors, comment est-ce qu'elle s'y prend concrètement? Face à un défi aussi immense, l'Europe a choisi son arme favorite, la loi. Elle a bâti une véritable forteresse juridique pour obliger les 27 États membres à avancer tous ensemble dans la même direction et, si possible, au même rythme. La pierre angulaire de tout ça, c'est la loi européenne sur le climat. Et le mot le plus important ici, c'est contraignant. L'objectif de neutralité climatique pour 2050, c'est-à-dire ne plus émettre plus de gaz à effet de serre que ce que la planète peut absorber, ce n'est plus juste une belle idée ou une suggestion. Non, c'est une obligation légale, noir sur blanc, qui s'impose à tous les pays de l'Union. Sauf que 2050, c'est loin, et on sait comment ça se passe. Pour être sûr d'y arriver, l'UE a fixé un jalon intermédiaire qui est absolument crucial. D'ici 2030, c'est-à-dire demain, l'Union dans son ensemble doit avoir réduit ses émissions nettes de 55%. C'est un objectif ultra ambitieux qui force tout le monde à agir maintenant, sans attendre. Alors, comment on fait? La stratégie européenne, elle tient en 3 grands piliers. Premier pilier, accélérer à fond sur les énergies renouvelables. Deuxième pilier, devenir beaucoup plus efficace pour consommer moins. On le dit souvent, mais c'est vrai, l'énergie la moins chère et la moins polluante, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et troisième pilier, faire en sorte que tout ça fonctionne bien ensemble grâce à un grand marché de l'énergie unifié et solidaire au niveau du continent. Pour que ce soit plus clair, on peut faire une petite analogie. Imaginez que l'Union européenne fournit le système d'exploitation, un peu comme iOS ou Android. C'est le cadre commun, les grandes règles du jeu pour tout le monde. Et ensuite, chaque pays doit développer ses propres applications, ses propres politiques, pour faire tourner ce système en tenant compte de ses particularités. Parfait. Alors maintenant qu'on a le système d'exploitation européen, voyons un peu à quoi ressemble l'application France. Comment est-ce que toutes ces règles européennes se traduisent dans la loi française? Dans le Code de l'énergie français, on retrouve bien sûr les 3 piliers de notre fameux triangle, la sécurité, le coût et le climat. Mais la France y ajoute officiellement une 4e dimension, et elle est cruciale, la dimension sociale.
La lutte contre la précarité énergétique devient un objectif en soi, pour que cette transition ne laisse personne au bord du chemin. Cette politique, elle s'est construite en 2 grandes étapes. D'abord, il y a eu la loi de 2015, qui a posé les premières briques, les premières ambitions, surtout sur les renouvelables. Et puis, en 2019, la loi énergie-climat est venue mettre le coup d'accélérateur final en gravant dans le marbre l'objectif de neutralité carbone pour 2050. C'est vraiment le moment où le droit français s'est mis au diapason du cadre européen. Ok, on a donc un contexte mondial, des règles européennes très strictes, des lois françaises bien alignées. Sur le papier, tout semble en place, non? Sauf que dans la vraie vie, la mise en œuvre est tout sauf un long fleuve tranquille. C'est la dernière partie. Ici, on quitte un peu le monde des textes de loi pour entrer dans le vif du sujet, les réalités du terrain. On va parler des crises, des coûts, des débats, bref, de tout ce qui rend cette transition si compliquée. Le premier grand défi, personne n'a pu y échapper, on l'a tous ressenti, c'est la crise des prix. La flambée des coûts du gaz et de l'électricité a été un rappel à l'ordre absolument brutal. Ça a montré à quel point les piliers coûts et sécurité d'approvisionnement de notre triangle énergétique étaient fragiles. Et en France, évidemment, la transition ravive un débat historique. Quelle place pour le nucléaire face aux renouvelables? C'est le grand casse-tête stratégique français. D'un côté, le nucléaire, qui fournit une électricité décarbonée, stable, 24 heures sur 24. De l'autre, les renouvelables, indispensables, mais qui sont par nature intermittents. Et cette intermittence, elle demande des investissements absolument colossaux dans les réseaux électriques et dans le stockage d'énergie. Et puis, il y a tous les autres défis du quotidien. Les défis d'infrastructure. Il faut moderniser des milliers de kilomètres de réseaux électriques. Les défis sociaux. Comment lutter contre la précarité énergétique et gérer l'acceptabilité des éoliennes ou des nouvelles lignes à haute tension. Et enfin, les défis industriels. Comment on accompagne la reconversion de secteurs entiers de notre économie et des emplois qui vont avec. Bon, après ce grand tour d'horizon, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Si on ne devait garder que 5 idées en tête, voilà ce que ce serait. Premièrement, l'énergie, c'est le cœur du réacteur. Pas d'économie, pas de société moderne sans elle. Deuxièmement, l'objectif de neutralité carbone en 2050, ce n'est pas une option, c'est une obligation légale. Point. Troisièmement, pour y arriver, on a 2 grands leviers, le développement massif des renouvelables et les économies d'énergie. Quatrièmement, c'est un chantier titanesque, le projet de toute une génération. Et enfin, le point le plus important, c'est l'affaire de tous. L'État ne peut pas y arriver seul, c'est un vrai projet de société. Le cadre est donc posé, la trajectoire est dessinée. Mais la vraie question, celle qui reste ouverte et qui nous concerne finalement tous, c'est de savoir si on parviendra à rendre cette transition non seulement efficace pour le climat, mais aussi juste et soutenable pour chaque citoyen. La réussite sera technique, c'est certain, mais elle sera avant tout humaine. Merci de nous avoir suivis.